Je n'étais pas censé rentrer avant 18 heures. Il était 14h47 quand je me suis garé dans l'allée de notre maison. La porte d'entrée était déverrouillée. C'était le premier signe. Julie fermait toujours à clé. Toujours, même quand elle était à la maison. J'ai poussé la porte doucement. Julie? Aucune réponse. J'ai traversé le salon. Son sac à main était sur le comptoir, son téléphone posé face contre terre à côté. La télé était éteinte. Puis je l'ai entendu. Un grincement venant de l'étage, le parquet qui travaille, ou quelqu'un qui essaie très fort d'être silencieux. Julie, ai-je appelé de nouveau, plus fort cette fois. Des pas précipités, puis sa voix, aiguë et tendue. Thomas, pourquoi tu es rentré si tôt? Elle est apparue en haut des escaliers, les cheveux en bataille, le visage rouge, portant un peignoir à 15 heures un mardi. Le boulot m'a renvoyé chez moi, ai-je dit en observant son visage. Une canalisation a pété. Tout l'étage est inondé. Oh, c'est dommage. J'ai commencé à monter les escaliers. Elle n'a pas bougé. Elle restait plantée là, bloquant le couloir. Ça va, ai-je demandé. Oui, bien. Je ne t'attendais juste pas. J'ai atteint la dernière marche, regardant par-dessus son épaule vers notre chambre. La porte était entr'ouverte, et la porte du placard, celle qui est toujours fermée parce que le loquet est cassé, oscillait légèrement d'avant en arrière comme si quelqu'un venait de la fermer. Julie, ai-je dit calmement. Pourquoi la porte du placard bouge? Son visage est devenu livide. C'est la VMC. Elle fait ça parfois. Je l'ai regardée, vraiment regardée. Elle tremblait. Je suis passé devant elle. Elle m'a saisi le bras. Thomas, s'il te plaît, non. Je me suis dégagé et j'ai poussé la porte de la chambre. La pièce était en désordre, les draps emmêlés, des oreillers au sol, et la porte du placard était immobile. Trop immobile. Je me suis avancé vers elle. Thomas, je t'en supplie. J'ai saisi la poignée. Il n'y a rien dedans, a-t-elle dit, la voix brisée. Je te le jure. J'ai ouvert la porte, et là, pressé contre mes chemises suspendues, son téléphone à la main comme s'il était au milieu d'un SMS, se trouvait un homme que je n'avais jamais vu auparavant, torse nu, le jean à moitié boutonné, le visage figé dans une panique pure. Pendant 3 secondes, personne n'a bougé. Puis il a dit la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Salut mec, c'est pas ce que tu crois. Je l'ai fixé, puis j'ai regardé Julie, puis de nouveau lui. Et j'ai commencé à rire. Pas un rire de colère. Pas un rire amer. Le genre de rire qui sort quand votre cerveau n'arrive pas à traiter ce que vos yeux voient. T'es dans mon placard? Ouais. Tu te caches? Ouais. Dans mon placard? Il a hoché la tête. J'ai regardé Julie. Elle pleurait maintenant, son mascara coulait, ses mains tremblaient. Depuis combien de temps, Thomas? S'il te plaît, laisse-moi expliquer. Combien de temps? Elle a dégluti. 6 mois. 6 mois. Je me suis retourné vers le type dans mon placard. C'est quoi ton nom? Maxime. Maxime? J'ai hoché la tête. Maxime, je vais te donner 10 secondes pour t'habiller et foutre le camp de ma maison. Il n'a pas bougé. 10. Il a attrapé sa chemise. 9. Il a galéré avec ses chaussures. 8. Julie sanglotait. Thomas, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. 7. Maxime m'a bousculé à moitié habillé et a dévalé les escaliers. La porte d'entrée a claqué. Je suis resté là dans ma chambre, ma femme derrière moi, la porte du placard toujours ouverte. Et j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais pas en colère. J'étais soulagé. Parce que depuis 6 mois, je planifiais quelque chose dont elle ne savait rien, et Maxime venait de me rendre la tâche beaucoup plus facile. Si vous voulez savoir ce que je planifiais et pourquoi j'ai commencé à rire alors que j'aurais dû être furieux, abonnez-vous, car ce qui s'est passé ensuite a transformé son aventure en la plus grosse erreur de sa vie. Je m'appelle Thomas Durand. J'ai 42 ans. Je suis ingénieur système pour une entreprise industrielle en région lyonnaise. Je fais de longues heures.
Je voyage parfois. Je gagne bien ma vie. Pas riche, mais confortable. Je suis marié à Julie depuis 8 ans. Où j'étais marié à Julie. Revenons en arrière. Il y a 6 mois, au moment même où la liaison de Julie a apparemment commencé, autre chose a débuté. Mon entreprise a été rachetée. Pas une OPA hostile, une fusion propre, corporative, le genre où ils envoient un communiqué de presse et tout le monde fait semblant que c'est une bonne nouvelle. Pour la plupart des gens, c'était juste un nouveau logo sur leur fiche de paie. Pour moi, c'était différent parce qu'enfoui dans mon contrat de travail, celui que j'avais signé à mes débuts il y a 7 ans, se trouvait une clause que j'avais oubliée. Article 14.3, accélération des capitaux propres en cas de changement de contrôle. Des mots savants pour dire que si l'entreprise est vendue, vos stocks options sont immédiatement disponibles. J'avais 50 000 options accordées à 2 € par action. Le prix d'acquisition était de 47 € par action. Faites le calcul. 2,25 millions d'euros avant impôt. J'étais assis dans une salle de conférence quand les RH m'ont expliqué ça. Ils ont passé en revue la paperasse comme s'ils lisaient une liste de courses. Vos options seront acquises à la date de clôture. Vous aurez 90 jours pour les exercer. Nous vous recommandons de parler à un conseiller fiscal. J'ai hoché la tête, souri, serré des mains. Puis je suis allé dans ma voiture et je suis resté assis là pendant 20 minutes à fixer le volant. 2,25 millions. De l'argent qui change une vie. Le genre d'argent qui signifiait que je pouvais quitter mon job, voyager, recommencer à zéro. Le genre d'argent qui m'a fait réaliser que j'avais le choix. Et le premier choix que j'ai fait a été celui-ci, je n'ai rien dit à Julie. Pas parce que je ne lui faisais pas confiance. Ou peut-être que c'est exactement pour ça. Les choses n'allaient pas bien. Depuis des mois, elle était distante, distraite. Elle avait commencé à aller plus souvent à la salle de sport, acheter de nouveaux vêtements, changer de coiffure, tous les signes classiques. Mais je me disais que j'étais paranoïaque. Tu réfléchis trop, je me disais. Elle prend juste soin d'elle. Mais ensuite, il y a eu les rentrées tardives, les soirées entre filles qui arrivaient de plus en plus souvent. La façon dont elle inclinait son téléphone quand j'entrais dans la pièce, la façon dont elle avait commencé à dormir au bord du lit comme si j'étais contagieux. Je n'avais pas de preuves, juste un pressentiment. Et ce sentiment m'a fait hésiter. Alors, quand les RH m'ont parlé des 2,25 millions, j'ai pris une décision. J'allais attendre. J'allais observer. Et je verrais ce qui se passerait. J'ai commencé à faire attention, pas de manière glauque, juste en notant les détails. J'ai remarqué qu'elle avait commencé à mettre du parfum pour aller au sport. J'ai remarqué que ses soirées filles semblaient toujours tomber les mardis et jeudis, les mêmes jours où je travaillais tard. J'ai remarqué qu'elle avait acheté de la lingerie que je ne l'avais jamais vue porter. Un soir, j'ai vérifié le relevé de carte bancaire. C'était là, un débit d'un hôtel chic du centre-ville. 247 €. Je lui ai posé la question. Oh, c'était pour l'enterrement de vie de jeune fille d'Élodie, a-t-elle dit sans se démonter. On a pris une chambre pour que personne n'ait à conduire. Élodie s'est mariée il y a 2 ans. Elle a cligné des yeux. Une autre Élodie. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas insisté, mais j'ai fait une capture d'écran du relevé et j'ai commencé à monter un dossier. Je n'ai pas engagé de détective privé. Pas besoin. Je suis ingénieur système. Je sais comment fonctionne la technologie. Notre forfait téléphonique avait une fonction de localisation familiale. Elle l'avait installé il y a des années pour qu'on puisse voir où l'autre se trouvait par sécurité. Je ne l'avais jamais utilisé jusqu'à maintenant. J'ai commencé à vérifier nonchalamment et le schéma était clair. Les mardis et jeudis, quand elle disait être au sport, son téléphone était à l'hôtel pendant 2 heures à chaque fois. Je ne l'ai pas confronté. J'ai juste documenté. Capture d'écran, date, heure. J'ai ouvert un compte cloud séparé dont elle ignorait l'existence et j'ai tout sauvegardé. Et j'ai attendu. L'acquisition de l'entreprise a été finalisée en janvier. Mes options ont été débloquées. 2,25 millions moins les impôts me laissaient environ 1,4 million d'euros net. J'ai tout déplacé immédiatement. Nouvelle banque, nouveau compte, ouvert à mon nom uniquement. Julie n'a rien remarqué. Pourquoi l'aurait-elle fait?
Elle ne regardait jamais nos finances. Je m'occupais de tout. J'ai continué à travailler, continué à rentrer à 18 heures, continué à faire semblant que tout était normal, mais intérieurement, je planifiais. J'ai rencontré un avocat discrètement. Je pense que ma femme me trompe, lui ai-je dit. Je veux être prêt. Son nom était Maître Bernard. La cinquantaine, divorcé 2 fois. Il connaissait la chanson. Avez-vous des preuves, a-t-il demandé. J'ai fait glisser le dossier sur son bureau. Capture d'écran, relevé bancaire, données de localisation. Il l'a feuilleté, hochant la tête lentement. C'est bien. Très bien. Qu'est-ce que je fais? Vous attendez, a-t-il dit. Laissez-la faire le premier pas, déposez la demande en premier si vous pouvez, mais ne dévoilez pas votre jeu. Et l'argent? Quel argent? Je lui ai parlé des stock options, du 1,4 million. Ses sourcils se sont levés. Elle n'est pas au courant? Non. Bien. Gardez ça pour vous. Nous sommes sous le régime de la communauté, mais comme ces options proviennent d'un contrat antérieur au mariage et n'ont jamais été versées sur le compte commun, nous pouvons jouer là-dessus. C'est risqué, mais si elle ne le sait pas, elle ne peut pas le réclamer. Est-ce légal? Tant que vous le divulguez, si on vous le demande directement, oui. Il s'est penché en avant. Mais voici la clé. Si elle est en tort et qu'elle ne pose pas de questions à ce sujet, vous n'êtes pas obligé de le proposer spontanément. Je me suis adossé à ma chaise. Donc, j'attends juste. Vous attendez, vous documentez, et quand le moment sera venu, vous agissez. J'ai attendu 3 mois de plus. Pendant ce temps, Julie est devenue négligente. Elle a arrêté de cacher son téléphone aussi soigneusement. Elle a commencé à rentrer plus tard. Un soir, elle n'est pas rentrée avant 2 heures du matin. T'étais où? J'ai demandé. Chez Élodie. On n'a pas vu le temps passer. Quelle Élodie? Elle a marqué une pause. Est-ce que ça a de l'importance? J'imagine que non. Mais j'avais vérifié la localisation. Elle avait encore été à l'hôtel. J'ai ajouté ça au dossier. Puis est venu ce mardi qui a tout changé. Je devais travailler jusqu'à 18 heures. Horaire normal, mais à 14 heures, une canalisation a rompu dans l'immeuble. De l'eau partout. Ils ont renvoyé tout le monde chez soi. J'ai envoyé un SMS à Julie. Je rentre plus tôt. Fuite d'eau au boulot. Pas de réponse. Je ne m'en suis pas inquiété. Elle était probablement au sport, sauf que quand j'ai vérifié l'appli de localisation, son téléphone était à la maison. Je suis entré dans l'allée à 14h47. Sa voiture était là, la porte d'entrée déverrouillée, et c'est là que j'ai entendu le grincement à l'étage. Debout dans ma chambre, fixant Maxime dans mon placard, j'ai senti un calme étrange m'envahir. C'était le moment, celui pour lequel je m'étais préparé. Julie sanglotait derrière moi. Thomas, s'il te plaît. Je peux expliquer. Expliquer quoi? Ai-je dit sans me retourner. Expliquer pourquoi il y a un homme à moitié nu dans mon placard? C'est pas. Je voulais pas. Depuis combien de temps, Julie? Je te l'ai dit, 6 mois. Je me suis enfin tourné pour la regarder. 6 mois. Tout ce temps. Elle a hoché la tête, les larmes coulant sur ses joues. Et tu comptais me le dire quand? Je ne sais pas. Je ne savais pas comment. Tu ne savais pas comment dire, et, Thomas, je couche avec quelqu'un d'autre? Elle a tressailli. Je suis passé devant elle, j'ai descendu les escaliers vers la cuisine. Elle m'a suivi. Où est-ce que tu vas? Je vais prendre un verre. Thomas, s'il te plaît. On doit parler de ça. Non, ai-je dit en ouvrant le frigo et en attrapant une bière. Vraiment pas. Je l'ai ouverte, j'ai pris une longue gorgée. Elle restait là, tremblante. Qu'est-ce que tu vas faire? Je l'ai regardée. Vraiment regardée. 8 ans de mariage. 8 ans à penser qu'on construisait quelque chose. Et elle avait passé les 6 derniers mois à tout démolir. Je vais finir cette bière, ai-je dit. Ensuite je vais faire un sac. Et ensuite je vais partir. Partir? Ouais. Pour combien de temps? Définitivement.
Son visage s'est décomposé. Thomas, non, s'il te plaît. Ma voix était calme. Trop calme. Tu me trompes depuis 6 mois. Tu l'as amené dans notre maison, dans notre lit, dans notre placard. Je sais. Je sais. Je suis tellement désolé. Je m'en fiche. Ça l'a arrêté net. Quoi? Je me fiche que tu sois désolé. Je me fiche que tu pleures. Je me fiche de tout ça. J'ai posé la bière. J'ai fini. Je suis monté à l'étage, j'ai fait un sac, vêtements, affaires de toilette, ordinateur portable. Julie m'a suivi tout le temps, suppliant. On peut arranger ça. On peut aller voir un conseiller conjugal. Je vais rompre avec Maxime. Je te le jure. Il s'appelle Maxime. J'ai failli rire. Tu jettes 8 ans de vie commune pour un mec qui s'appelle Maxime. C'est pas à propos de lui. Alors c'est à propos de quoi? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Tu ne sais même pas, ai-je dit. J'ai fermé le sac, descendu les escaliers, pris mes clés. Thomas, s'il te plaît. Je me suis arrêté à la porte, me suis retourné. Mon avocat te contactera. Ton avocat? Ouais. Pour le divorce. Son visage est devenu pâle. Tu ne vas même pas essayer? Essayer quoi? Essayer de te pardonner? Essayer de reconstruire la confiance? Julie, tu as eu 6 mois pour essayer. Tu as choisi Maxime. J'ai ouvert la porte. Je serai à l'hôtel. Ne m'appelle pas. Je suis sorti, monté dans ma voiture et je suis parti. Je ne suis pas allé à l'hôtel. Je suis allé au cabinet de Maître Bernard. Elle m'a trompé, ai-je dit. Je les ai surpris chez moi. Bernard s'est adossé à son fauteuil. Vous avez des preuves? Je l'ai dans mon placard sur ma caméra de surveillance. J'ai sorti mon téléphone, lui ai montré la vidéo. La caméra du visiophone avait filmé Maxime arrivant à 13h30. Elle l'avait filmé repartant à 15h15. À moitié habillé, courant vers sa voiture. Bernard a regardé, a souri. C'est bon. Très bon. Qu'est-ce qu'on fait? On dépose la demande demain. On demande le divorce pour faute. On fait d'elle la coupable. Et l'argent? Quel argent? Bernard a souri. Elle ne sait pas, donc ce n'est pas sur la table. Nous avons déposé la demande le lendemain. Julie a reçu les papiers par huissier à son travail, devant ses collègues. Elle m'a appelé 17 fois. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un SMS, il faut qu'on parle. J'ai répondu, parle à mon avocat. Son avocate a appelé Bernard 2 jours plus tard. Ma cliente aimerait discuter d'un accord. Je vous écoute, a dit Bernard. Elle est prête à partager les biens à 50-50e. Elle garde sa voiture, il garde la sienne. Ils vendent la maison et partagent les bénéfices. Non. Non. Mon client veut la maison. Et étant donné l'infidélité de votre cliente, nous pensons que c'est juste. Il y a eu un silence. Elle ne peut pas se permettre de racheter sa part. Alors elle peut déménager. Un autre silence. Nous aurons besoin de voir ses finances. Bien sûr, nous fournirons les avis d'imposition, fiches de paie, relevés bancaires. Tous les comptes joints. Bernard a été prudent avec ses mots. Le compte avec les stocks options était à mon nom seul, ouvert après la séparation de fait, alimenté par des fonds propres. L'avocate de Julie n'a pas pensé à poser la question précise sur des comptes non joints ou des actifs boursiers spécifiques. Le divorce a pris 4 mois. Julie s'est battue pour la maison, elle a perdu. Elle a essayé d'obtenir une prestation compensatoire, elle a perdu. Elle a tenté d'argumenter que j'avais des actifs cachés. Bernard a montré que chaque euro de nos comptes joints était justifié. Le compte d'option n'a jamais été évoqué parce qu'elle n'a jamais su qu'il fallait demander. Au final, elle a eu sa voiture, son plan épargne-retraite, et la moitié des meubles. J'ai eu la maison, ma voiture, ma liberté, et 1,4 million d'euros dont elle ignorait l'existence. 6 mois après que le divorce soit prononcé, j'ai vendu la maison. Je ne supportais plus d'y vivre. Trop de souvenirs,
trop de fantômes. J'ai acheté un appartement moderne en centre-ville, propre, sans placard assez grand pour y cacher un homme. J'ai quitté mon emploi, je suis devenu consultant, fixant mes propres horaires. J'ai voyagé en Italie, au Japon, en Nouvelle-Zélande. J'ai fait toutes les choses que Julie et moi avions parlé de faire un jour, sauf que maintenant je les faisais seul. Et honnêtement, c'était mieux. 1 an après le divorce, j'ai reçu un message sur LinkedIn de la part de Maxime. Salut mec, je sais que c'est bizarre, mais je voulais m'excuser. Ce qui s'est passé était mal. Je suis désolé. Je l'ai fixé longtemps, puis j'ai tapé, est-ce qu'elle t'a trompé aussi? 3 petits points. Puis, ouais, 2 mois après votre séparation. J'ai ri, je n'ai pas pu m'en empêcher. Désolé d'entendre ça, ai-je écrit, mais pas surpris. Ouais, j'aurais dû m'en douter de toute façon. Désolé encore. Bonne continuation. J'ai fermé l'application et réalisé que je ne ressentais plus de colère, juste de la liberté. 2 ans après le divorce, j'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelait Sophie. Elle était institutrice, divorcée, un enfant, pas de drame. On s'est rencontrés dans un café. Elle a renversé son latte sur mon ordinateur portable. Oh mon Dieu, je suis tellement désolé. C'est rien, ai-je dit en riant. Il est étanche. Laissez-moi quand même vous offrir un autre café. On a parlé pendant 2 heures. Elle n'a pas demandé ce que je faisais comme travail. Elle n'a pas demandé combien je gagnais. Elle a juste parlé de livres, de son fils, de combien c'est dur de sortir avec quelqu'un après un divorce. Je l'ai tout de suite apprécié. On a eu un 2e rendez-vous, puis un 3e. Au 4e rendez-vous, elle a demandé, alors, c'est quoi ton histoire? Pourquoi ton mariage a fini? J'ai pensé à mentir, rester vague, mais je ne l'ai pas fait. Elle m'a trompé. Je l'ai surprise. Je suis parti. Sophie a hoché la tête. Moi aussi, sauf que je ne l'ai pas surpris. Sa copine m'a appelé. Aïe. Ouais. On était assis là, 2 personnes qui avaient été brûlées, essayant de savoir si on pouvait faire confiance à nouveau. Je ne cherche pas la perfection, a-t-elle dit. Je cherche juste l'honnêteté. Je peux être honnête, ai-je dit. Et je le pensais vraiment. 3 ans après le divorce, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Allô? Thomas. J'ai reconnu la voix immédiatement. Julie. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais juste parler. On n'a rien à se dire. S'il te plaît, juste 5 minutes. J'ai soupiré. D'accord. 5 minutes. Il y a eu un long silence. Je suis désolé, a-t-elle dit, pour tout. Pour Maxime, pour les mensonges, pour t'avoir blessé. D'accord. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Tu as raison. Tu ne le mérites pas. Un autre silence. J'ai entendu dire que tu voyais quelqu'un. Elle a dit. C'est le cas. C'est sérieux? Pourquoi ça t'intéresse? Je ne sais pas. Je voulais juste m'assurer que tu es heureux. J'ai failli rire. Tu voulais t'assurer que je suis heureux? Oui. Julie, je suis heureux depuis 3 ans. Depuis le jour où je suis parti. Silence. Je dois y aller, ai-je dit. Thomas, attends. Adieu, Julie. J'ai raccroché et j'ai réalisé quelque chose. Je ne ressentais rien. Pas de colère, pas d'amertume, pas de regret, juste rien. Elle était un chapitre de ma vie qui était terminé, et j'étais en paix avec ça. 4 ans après le divorce, Sophie et moi nous sommes mariés. Une petite cérémonie, juste la famille et les amis proches. Son fils Théo a apporté les alliances. Il avait 8 ans. Il a pris son rôle très au sérieux. À la réception, mon père m'a pris à part. Tu as bien fait, fils. Merci, papa. Je suis sérieux. Tu as géré toute cette histoire avec Julie avec classe. Beaucoup de gars auraient pété les plombs. J'ai haussé les épaules. J'avais un plan. Il a ri. Ouais, tu en as toujours un.
On est resté là à regarder Sophie danser avec Théo. Elle est bien pour toi, a dit papa. Oui, elle l'est. Tu lui as parlé de l'argent? Ouais, l'année dernière. Comment elle l'a pris? Elle a dit, c'est sympa. Tu peux quand même sortir les poubelles? C'est la bonne. Ouais. 5 ans après le divorce, j'ai reçu un dernier message de Julie. C'était court. J'ai appris que tu t'étais remarié. Félicitations. J'espère que tu es heureux. Je l'ai fixé 1 minute. Puis j'ai tapé, je le suis. J'espère que tu le es aussi. J'ai appuyé sur envoyer et je le pensais. Pas parce que je lui avais pardonné, pas parce que j'avais oublié ce qu'elle avait fait, mais parce que s'accrocher à la colère, c'est comme boire du poison et s'attendre à ce que l'autre personne meure. J'avais passé 5 ans à construire une nouvelle vie, une vie meilleure. Et Julie n'en faisait pas partie. Alors, voici ce que j'ai appris. Quand vous surprenez votre femme en train de vous tromper, vous avez 2 choix. Vous pouvez exploser, crier, tout casser, rendre la chose laide, ou vous pouvez rester calme, tout documenter, planifier votre sortie. J'ai choisi la deuxième option, et ça m'a sauvé. Pas seulement financièrement, même si le 1,4 million a aidé, mais émotionnellement, parce que je n'ai pas laissé son chaos devenir mon chaos. Je n'ai pas laissé sa trahison me définir. J'ai juste avancé. Et ça, plus que tout, était la meilleure vengeance. Si vous avez déjà été trahi, si vous avez déjà dû tout reconstruire à partir de rien, si vous vous êtes déjà choisi vous-même plutôt que quelqu'un qui ne vous a pas choisi, cette histoire est pour vous. Commentez « Je me suis choisi ». Si ça vous a parlé, abonnez-vous pour plus d'histoires sur le pouvoir silencieux de s'en aller. Parce que parfois, la meilleure chose à faire quand vous trouvez quelqu'un dans votre placard, c'est de fermer la porte et de ne jamais regarder en arrière.